Bonjour, Altis FM et 45 minutes pour s'infiltrer sont aujourd'hui accueillis Château Saint-Pierre. Château Saint-Pierre, c'est la commune de Saint-Julien-Bechevel, dans le Médoc, un des fleurons des domaines Henri Martin. Henri Martin, le fondateur, le créateur, le visionnaire, qui a d'abord acquis Château Gloria dans les années 30, puis Château Saint-Pierre, quatrième grand cru classé, 1855, et enfin Château Bel-Air Gloria, au Médoc, cru bourgeois. Château Saint-Pierre, c'est le plus petit, 17 hectares. C'est des vignes qui avoisinent 60 ans de moyenne d'âge. C'est 80% de cabernet. C'est un sol plutôt de grave, argilo-sablonneux. C'est un vin intense taillé pour la garde. La production n'a quasiment pas bougé depuis 1855 et les prix de vente sont légèrement supérieurs aux vins de même catégorie. Nous remercions donc très chaleureusement la famille Trio, Françoise, la fille de Henri Martin, Jean-Louis Trio, son mari, leurs enfants, Vanessa et Jean, et le petit-fils de Jean-Louis et Françoise, Sacha. Dans quelques instants, dans les salons, pour la réalisation de cette belle émission 45 minutes pour s'infiltrer. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes, donc Altis FM et 45 minutes pour s'infiltrer dans les salons du Château Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit précédemment. Toujours avec Katia, fondatrice et animatrice de la radio et une des créatrices de l'émission. Merci Katia d'être là. Merci. C'est la moindre des choses, mais merci quand même. Laurent, notre consultant, expert, invité permanent, spécialiste du monde de l'espionnage, romancier à succès de la saga GSR. Laurent, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Alors Laurent, est-ce que ma présentation a été, ou est-ce que tu rajouterais quelque chose? Non, très parfaite, effectivement. On est accueillis de manière très sympathique au Château Saint-Pierre, des domaines Henri Martin à Saint-Julien. Et évidemment, par affection pour la famille, pour beaucoup de raisons, sachez que Gabriel Saint-Régent, en mission, quand il peut, boit du Saint-Pierre ou du Gloria. Il se fait plaisir. Gabriel Saint-Régent se fait plaisir. Et il faut, ça fait partie de l'art de vivre, et parfois dans certains univers, il faut aussi savoir être se relâcher en adéquation avec les personnes que l'on a en face et qui sont peut-être amateurs de grands mots. Et surtout que là, nous allons aborder un monde particulier qui ne manque pas de moyens, si l'on peut dire. Donc le sujet de l'émission, virus, vaccins et complots, l'espionnage dans le monde de la santé mondiale. Alors Laurent, tu as écrit un livre sur ce sujet. Je tiens à préciser que le livre a été écrit avant la crise du Covid. Oui, un mois avant. Il s'est terminé un mois avant que le premier confinement soit annoncé et qu'il y ait cette vague d'informations qui venait de Chine. Donc voilà, le livre est quelque peu, on ne dira pas prémonitoire, mais anticiper une crise qui a effectivement bouleversé le monde occidental et le reste du monde. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire cet opus sur, je dirais, les virus, les vaccins, l'espionnage, la santé mondiale? Est-ce qu'il y a eu un fait qui a déclenché cette écriture? Alors, un fait en particulier, non. Une approche personnelle, depuis de nombreuses années, à essayer de comprendre comment fonctionne l'industrie pharmaceutique dans le monde et pourquoi elle est aussi présente dans notre quotidien, ou qu'on puisse avoir un simple rhume comme une maladie infectieuse qui peut être dangereuse, ou pire encore dans certaines maladies. Mais je m'intéressais, et le fait de certaines conversations aussi avec des personnes impliquées, comment l'industrie pharmaceutique pouvait être autant impliquée dans notre vie de tous les jours. Que l'on achète une aspirine ou un médicament pour des douleurs de ventre, abdominales, il y a quand même derrière tout un processus qui est parfaitement huilé. Maintenant, jusqu'à quel point il est réellement, on va dire, bien fondé pour la santé. Au service de la population. Au service de la population. Et une chose était certaine et évidente, on ne peut pas l'ignorer, nous, citoyens du monde, c'est que l'emprise de l'industrie pharmaceutique, elle a des bienfaits, heureusement, même encore heureusement, mais elle est présente dans beaucoup de circuits économiques, et donc forcément en lien à un moment ou à un autre avec l'espionnage industriel de concurrence. On a des grands laboratoires japonais, des grands laboratoires américains, des grands laboratoires allemands, des grands laboratoires français. Qui se livrent une guerre sans merci. Il y a une guerre sans merci. Alors à quel moment l'espionnage pouvait être lié dans cet univers-là très particulier, dans cette industrie ultra puissante aux quatre coins du globe? Et les sources alors? Les sources, avant d'écrire, quelles sont alors les sources? Des rencontres, des gens, un réseau personnel, des lectures, Internet, pour argumenter
ce livre, que nous avons mis donc en première. 23e parallèle nord. 23e parallèle nord, voilà, donc dont le sujet est vraiment concentré sur l'industrie pharmaceutique, les sources qui ont été les tiennes, de manière générale, mais en particulier pour ce roman, c'est quoi? C'est des rencontres, c'est des gens que tu connais, qui travaillent dans le renseignement, c'est des lectures, c'est Internet. Oui, il y a bien évidemment, c'est un sujet qui a été abordé avec une relation parisienne, qui est très impliquée dans l'étude des grands mouvements de l'industrie pharmaceutique. Et en fait, la conversation a démarré un soir de manière anodine. C'est le hasard en fait qui a démarré la conversation. Le hasard n'existe pas. Hein. C'est vrai. C'était un signe du destin. C'était un signe. Et c'est vrai que c'est des informations qu'il me donnait, alors qui étaient son avis personnel, parce que malheureusement, il faut toujours faire attention entre l'avis personnel et la réalité, entre le fantasme que l'on peut avoir, et comme nos auditeurs peuvent avoir ce fantasme sur le monde de l'espionnage, mais d'autres personnes peuvent avoir un fantasme sur l'industrie pharmaceutique. Et cette soirée a été très longue dans l'échange, dans la discussion, même lui a suscité mon envie d'aller un petit peu gratter et de rebondir sur d'autres personnes qui étaient à un moment qui ont été en lien de près ou de loin avec la surveillance de laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est d'escalier en escalier. Oui, pardon, Katia. Vas-y. Non, une question très personnelle. Quand donc tu as écrit ton livre avant la crise du Covid. Il est terminé un mois, c'est terminé. Quand tu as vu ce qui s'était passé par la suite, enfin ce qu'on a vécu pendant tous ces mois, ça t'a pas effrayé un petit peu? Enfin, quel sentiment tu as eu? Tu pensais que tu étais en dessous de la réalité ou au-dessus ou finalement? Où est la frontière? Fiction, réalité, fiction, elle est très difficile. Parfois la réalité dépasse la fiction. Et parfois la réalité dépasse la fiction. Oui, c'est difficile d'avoir ce recul-là. Parce que finalement, tu n'aurais quasiment pas pu écrire ce livre après. Mais si je l'avais écrit après, il aurait été influencé. On t'aurait dit, voilà. Il aurait été influencé différemment. C'est un parti pris. Pardon. Entre ce qui pouvait être réel, fictionné, fantasmé, où la planète entière a été plongée dans une crise sanitaire sans précédent. Si je l'avais écrit après, bien évidemment, j'aurais été influencé par ce qu'on a vécu, parce que même si je suis au fait de certaines choses, les premiers jours, j'étais en panique comme n'importe quel citoyen de la Terre. J'allais faire les courses avec le masque, je passais tout au vinaigre blanc quand je rentrais, et finalement, je réalisais qu'un mois avant, j'avais terminé ce livre, où je suis parti très très loin dans cette histoire, qui est le deuxième volet d'une première trilogie, puisqu'il se passe dans le premier opus, il y a une fin bien particulière, qui a amené au début de la rédaction de ce deuxième volet de la trilogie, mais il fallait l'écrire sans l'avoir vécu, en fait, cette crise sanitaire. Pour qu'il soit plus crédible, plus fort. Plus crédible, et il aurait été trop évident après. Oui, tout à fait. On aurait dit, c'est de copier ce qu'on a vécu. Et effectivement, oui, il aurait pu être dit ça, ou il aurait pu être dit, c'est une évidence, finalement. Mais l'avoir terminé, mais pile un mois avant, à 24 heures près, je crois que j'ai terminé. Le timing était parfait, en fait. Oui, pardon, un 17 janvier. Mais cette influence aurait été négative. Du coup, la trilogie, tu dis que c'est une trilogie, tu peux nous donner le nom du premier, donc le deuxième c'est 23e parallèle nord, et le troisième, donc premier et troisième? Alors le premier, Témoignage invisible, 23e parallèle nord, et As de pique, le troisième volet de la trilogie, qui clôture ce fil rouge qui les lie tous les trois. Et donc là, le 23e parallèle nord, l'industrie pharmaceutique, alors sans scroller la fin en fait, l'histoire, voilà. Mais l'histoire, à la fin du 1, il ne sait pas pourquoi, ce héros, il se retrouve confronté à l'aéroport de Marrakech avec une personne qui lui remet une clé USB et qui disparaît dans la foule sans qu'il ait le temps de réaliser le pourquoi. Il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue, et elle lui remet une clé USB. Pourquoi lui? Et en fait, quand on est plongé dans le deuxième volet, 23e parallèle nord, mais cette clé USB, il étudie, en fait, il dit, mais pourquoi on m'en remet ça à moi? Parce que là, il n'a pas ses radars, il est en vacances, on va dire, après cette première mission qui est Témoignage invisible. Et là, tout d'un coup, il découvre ce monde de l'industrie pharmaceutique.
que c'est une clé qui comprend des données sur le monde pharmaceutique. Des données chiffrées, des données pouvant faire peur, et de l'influence que pourraient avoir au conditionnel ces firmes pharmaceutiques qui sont réunies autour d'un cartel, autour d'un financier, et quelle est leur véritable ramification ou influence sur la situation sanitaire mondiale. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de virus qui soit répandu dans le monde, quand il étudie cette clé. Et finalement, c'est un espion, c'est un agent secret, il se retrouve face à des données dont il ne comprend pas trop le sens. Il n'y a plus qu'à créer une légende, se faire passer pour un médecin et infiltrer petit à petit et remonter jusqu'à ce qu'il ait découvert que cette personne qui lui a remis une clé USB à l'aéroport de Marrakech, finalement il l'avait croisé, mais lui il ne l'avait pas remarqué, mais la personne qui l'a croisé l'avait remarqué lorsqu'il était à Moscou à l'époque. Et donc, quelles sont les modalités en fait alors, on se doute bien que les enjeux se comptent en milliards de dollars ou d'euros. En milliards d'euros. Comme vous disiez Arnaud tout à l'heure, il y a l'industrie pharmaceutique en France, en Allemagne, en Italie, enfin, dans tous les grands pays, l'Asie, et même chinois maintenant. Donc effectivement, il y a des enjeux financiers, des enjeux de brevets, des enjeux de création, de diffusion. Donc quelles sont les modalités d'espionnage, les possibilités comment ça se passe en fait? Ça se passe d'une manière, on va dire, c'est de l'espionnage économique industriel, comme dans l'industrie automobile. Au moment, il faut infiltrer dans des laboratoires des personnes qui sont capables d'aller effectivement détecter quelle va être l'invention médicamenteuse qui va pouvoir soigner telle ou telle maladie plus tard. Et les bases sont exactement les mêmes, quel que soit l'univers. Alors, dans l'industrie pharmaceutique, effectivement, il y a le réseau commercial et il y a le réseau de R&D, de recherche et développement, qui sont les ingénieurs. À un moment, il faut aller les infiltrer, ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile à infiltrer? Qu'est-ce qui est le plus facile à hacker ou à infiltrer? Alors, j'ai envie de dire, de manière générale, plus tu es haut dans la hiérarchie, dans une entreprise, moins tu es vigilant. Mais peut-être que plus tu es surveillé. Et plus tu es surveillé, mais moins tu es vigilant parce que tu te sens moins atteignable. Un ingénieur qui va travailler ou un responsable commercial qui va animer les réseaux de vente de délégués médicaux dans le monde, il va peut-être être plus attentif à certains détails. Plus tu es haut dans la pyramide, et ça c'est répercuté dans tous les univers, plus tu es haut dans la pyramide, moins tu es paranoïaque. Plus tu es bas dans une pyramide, plus tu es paranoïaque. Donc, où est-ce qu'il faut aller chercher le contact qui va t'amener après à ouvrir une porte, qui cette porte-là va t'ouvrir d'autres portes. Moi je dirais, si demain je devais être infiltré sur le terrain, j'irais étaper le plus bas possible et taper le plus haut possible. Les deux entrées. Les deux entrées. Les deux entrées. Et pareil, parce qu'il y a une chaîne de fournisseurs, une chaîne de clients, on peut aussi taper chez les fournisseurs, chez les clients, des entrées. Dans la logistique. Voilà, dans la logistique. Et pareil, toi tu as connu la logistique. Tu as 3 portes d'entrée en fait. Toi. Il y a 3 portes d'entrée. La logistique, alors en fonction du produit, peut être très intéressante à analyser. Si tu veux faire vraiment une saisie de marchandises pour pouvoir la disséquer après toi dans tes propres laboratoires, le plus simple effectivement est la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique. Et qui est facilement aujourd'hui traçable, traquable pour pouvoir identifier où sont les stocks et aller en voler une partie après la disséquer. Donc en fait, il y a un espionnage humain, il y a un espionnage, je dirais, informatique et numérique. Oui. Il y a un espionnage qui est à la fois humain et numérique, c'est-à-dire des petites caméras ou des petits micros. Dans ce livre-là, quels sont les moyens qu'utilise GSR et son équipe? C'est d'infiltrer les décideurs de ce cartel qu'ils découvrent. Ils découvrent qu'il y a un cartel de firmes pharmaceutiques. Ils sont au nombre de 5, et chacun d'un pays différent, mais tous sont orchestrés par une seule et même personne, qui est un financier, qui est basé en Suisse. Et il y a cette toile qui est tissée. Alors tu as un Américain, tu as un Japonais, tu as un Anglais, tu as un Français. Et chacun a ses propres intérêts à faire cette alliance pour pouvoir générer malheureusement ou heureusement du chiffre d'affaires derrière. Parce que le but du jeu, c'est toujours de générer plus de profit finalement.
Alors, chez eux, oui, dans cette partie-là de la saga GSR, c'était effectivement de comment ils pouvaient orchestrer à l'échelle mondiale et face à notre santé, puisque notre premier réflexe quand on est malade, c'est de se soigner. Donc, il fallait arriver à créer un lien dans ce livre qui va faire que, où est le point d'ancrage ? Le point d'ancrage, c'est chez les décideurs de ces grands laboratoires, et découvrir qu'ils sont liés par un accord secret qui leur permet derrière, chacun dans leur pays et chacun amenant une pierre à l'édifice dans la construction de ces vaccins suite à un virus qui aurait été répandu. En fait, c'est quasiment une entente sur une position de monopole. C'est très illégal tout ça. C'est totalement illégal. C'est très illégal. Et donc, il va infiltrer, comme tu disais, il va créer une légende. Ouais. Mais cette légende, donc, comment il l'abreuve, comment il la crée, comment il la crédibilise. Mais il faut Parce que médecin, c'est quand même particulier. Oui, alors après on peut toujours s'en sortir avec un minimum de, on va dire, de très très rapidement se faire briefer sur déjà un environnement. Et sa porte d'entrée a été ce fameux professeur qu'il a croisé à Marrakech, qui en fait était un scientifique d'origine corse, le professeur Sanducci, et qui... Il apprend au fur et à mesure, en voulant aller le rencontrer, qu'il a eu un accident d'hélicoptère entre la Corse et le continent. Donc, qui faut-il aller voir en premier, qui peut lui ouvrir des portes et des informations? Sa veuve. Donc, il sera en Corse à Porto Vecchio pour rencontrer la veuve de ce professeur et essayer avec elle de faire ami-ami, se faire passer pour un docteur et de pouvoir obtenir les premières informations qu'il obtient. Alors, on ne va pas spoiler effectivement la manière dont il obtient, mais déjà il est confronté au fait que cette veuve était surveillée par les groupes paramilitaires qui sont au service de cette industrie pharmaceutique. Pour sécuriser, pour verrouiller les indiscrétions. Elle détient, c'est la veuve d'un éminent professeur en virologie et qui ne savait pas, était, on va dire, naïve sur le fait de cet accident d'hélicoptère. Mais comme ce professeur détenait des informations clés et qu'il était sur le point d'être acheté par l'industrie pharmaceutique, il avait des propositions de ce cartel de firmes pharmaceutiques pour promouvoir un vaccin en particulier. On est dans le fantasme. Oui, mais est-ce qu'il recherche après à prendre contact avec des personnes qui sont sur site? Certainement. Ah oui. Donc il doit étudier chaque personnage. Il étudie, bien sûr, puisque le monde du renseignement permet d'avoir quand même aujourd'hui des informations clés sur n'importe quel citoyen de la planète, grâce à l'informatique, grâce à... les images satellites, hein. Les images satellites aujourd'hui sont d'une... On voit les missiles à 5 mètres près. Hein. Voilà. Oui, on voit des déplacements de troupes à 10 mètres. Hein. Quand tu vois des drones qui volent à 2000, 3000 pieds, et tu as l'impression que ta maison est filmée par une caméra qui est devant. C'est impressionnant. La précision des images, le progrès des images, et parallèlement la possibilité de pénétrer les systèmes informatiques. GSR, dans son équipe, il a un spécialiste, il a un hacker, dont le but premier est d'infiltrer les... Oui, d'origine asiatique, et alors il a un petit nom on va dire de légende, Mojo, M-O-J-O. D'accord. C'est un génie de l'informatique qui arrive à craquer tous les systèmes, parce que tout système a une faille. Tout se craque. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a des pare-feux qui sont effectivement très évolués, mais tout système informatique, tout système de surveillance a une faille. De toute façon, c'est maintenant, il se réduit. Hein. Attention, maintenant, la technologie fait que ça devient de plus en plus difficile. Et le seul moyen de passer facilement, c'est par le facteur humain. Parce que pareil, on parle de produits pharmaceutiques, d'industrie pharmaceutique dans le légal, mais tout ce qui est dopage, et aussi création de molécules, création de produits qui permettent d'améliorer telle capacité musculaire ou cardiologique. Donc c'est vrai que le fantasme du militaire et du monde du renseignement. Voilà, ou le fait de pouvoir travailler, de pouvoir être sur le terrain une semaine sans dormir, tout en restant toujours aussi lucide, alors qu'on sait que le sommeil est
un paramètre fort de lucidité, et que sans sommeil, ça devient compliqué. Mais je crois que nos militaires français ont des molécules qui peuvent leur permettre de rester éveillés pendant 3 ou 4 jours. Oui. Il y a une recherche qui est faite de manière intelligente. Et tu as pour preuve cette fameuse franchise Jason Bourne. Ouais, Jason Bourne, exactement. C'est ça, c'est la CIA qui crée un super guerrier. Super par la chimie d'améliorer les compétences. Ce qui est le fantasme de n'importe quelle armée du monde ou service de renseignement, c'est avoir ces agents ou ces militaires sur le terrain qui soient capables de dépasser l'entendement de la résistance physique, morale, intellectuelle et de devenir quasiment des machines. C'est un fantasme. Mais regarde d'ailleurs la dernière série sur Canal+, Les Sentinelles, tiré de la BD, les Sentinelles, mais c'est l'injection de produits chimiques. C'est entre le robot et le chimique, quoi. Voilà. Entre le robot et le chimique. Et donc GSR, là, son équipe, de qui il a besoin? Des gens pour l'aider à infiltrer physiquement et présentiellement, des gens pour l'aider à hacker, des gens pour l'aider à écouter. Toute une pléiade de capacités et de compétences capables de franchir étape par étape et d'arriver à isoler finalement la cible finale. Parce que tes romans sont reconnus pour être quand même très argumentés au niveau du matériel, des possibilités. C'est pareil, qui te donne tous ces renseignements, cher Laurent? Qui? Je ne parlais qu'un président cher Eric. Oui, Quoique les matériels, tout peut se trouver sur Internet maintenant. Oui, les matériels que tu peux trouver sur Internet. Je fais des comparaisons ou des vérifications avec ce que je peux avoir comme information. Bien évidemment, les matériaux et les recherches qui sont faites par les grandes agences de renseignement, tu ne les trouves pas chez le commun des mortels. Chez le commun des mortels. D'abord parce que tu avais ce monsieur, c'était Q dans les James Bond, qui inventait des gadgets à n'en plus finir. Aujourd'hui, chaque service de renseignement a un atelier. À son monsieur Q. Donc et puis tu avais les Russes à l'époque qui étaient les créateurs de ces parapluies à bout flèches empoisonnées avec du poison en tout cas. Avec du poison. Le coup du parapluie. Le coup du parapluie. Mais non, c'est une recherche qui aujourd'hui fait que les budgets augmentent considérablement chaque année. Et chez tout le monde. Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que je dis une bêtise sur le chiffre, mais il me semble que la CIA a un budget de 1,5 milliard de dollars sur la recherche de matériel pour leurs agents. Je crois que c'est 1,5 milliard de dollars chaque année. Et on est de plus en plus inventifs. Là, les Russes sur la guerre en Ukraine, finalement, dépassés par les stocks sont vite utilisés. Ils ont fait des missiles avec des cartes à puce qu'on trouve dans des jouets. Voilà. Ils ont utilisé en fait des cartes à puce et des systèmes informatiques civils pour les transformer et pour finalement faire des missiles ou des drones parfaitement avec un usage militaire. Donc, en fait, l'inventivité, la créativité c'est la priorité. Ça pourra jamais remplacer. Enfin, ça pourra jamais être remplacé. Non, mais c'est une priorité. C'est une priorité. Et tout comme l'industrie pharmaceutique est dans cette même démarche à leur niveau à eux, sur des posologies, sur des moyens de pouvoir aussi convaincre les médecins. Parce qu'attention, cet opus-là essaye de mettre en avant, mais sans dénoncer, comment l'industrie pharmaceutique et les grands laboratoires influent la prescription chez des médecins ou des médecins spécialistes dans le monde entier. Attention, là on rentre dans un business, est-ce qu'il est occulte, est-ce qu'il est finalement connu par le commun des mortels? Mais c'est un peu le but des visiteurs médicaux, des commerciaux en médicaments, de faire en sorte que le médecin utilise plutôt sa molécule que celle du concurrent, quoi. Voilà. Quel va être le degré d'influence? C'est un secteur qui est rude. C'est très rude. D'ailleurs, l'État, je crois, a réglementé. Ouais. Il y a une époque où il y avait des cadeaux assez des cadeaux, des séminaires qui étaient organisés aux 4 coins du monde. Des séminaires dans les lieux paradisiaques. Dans les lieux paradisiaques, ouais. Ça, c'est très réglementé maintenant. Ouais. Pour éviter justement cette influence entre les laboratoires et cette connivence, les médecins prescripteurs. Il fallait le réglementer à un moment, oui. Mais comme dans tout domaine, tu sais, dès qu'on a la liberté, on rentre avec un petit bout de doigt et on finit avec le bras entier.
Là, il était évident qu'il fallait aussi réglementer ça. Mais le livre dénonce une autre façon de voir les choses. Voilà. Après, comme tu le sais Katia, je n'influence jamais avec mon propre avis sur chacun des livres. Et après, c'est à chacun de faire sa part des choses. C'est par son expérience aussi d'aller voir son médecin ou d'aller voir un spécialiste quand il a un problème de santé. Et donc GSR, parce que dès qu'il y a espionnage, infiltration ou autre, en face, il y a les mesures de contre-espionnage, de contre-infiltration. Et est-ce qu'il fait face à des enchaînements qui peuvent amener des situations compliquées? Il est tout le temps en prise. Forcément, à partir du moment où tu viens un peu bousculer l'ordre des choses qui sont en face de toi, et encore plus dans cet univers-là où il faut paraître le plus normal possible pour éveiller le moindre soupçon, oui, tu actives peut-être des systèmes de protection que peuvent avoir les industriels. Pourquoi lui débarque tout d'un coup? Il faut être le plus naturel possible, le plus logique possible, le plus simple possible, et en même temps être le plus précis possible, parce que tu n'as pas un temps indéfini. Le but, c'est aussi de mener une action et d'aller très très vite à son accomplissement. Donc effectivement, oui, tu as des paramètres que tu ne maîtrises pas et qui te sont confrontés chaque jour. Donc il faut arriver à mélanger entre aller au bout de la mission de l'opération qui est prescrite, et puis en même temps il faut contrer tout ce qui peut venir mettre des grains de sable dans ce rouage. C'est toute la finesse et la psychologie qu'ont ces personnes-là dans cet univers-là. Parce que pareil, tu parles de grains de sable, mais il y a aussi des possibilités de désinformer ou de modifier de l'information. Pour faire croire qu'on arrive au but. On peut revenir au premier sujet qu'on avait traité sur la manipulation ou la subversion. C'est Sun Tzu en fait, gagner les batailles avant qu'elles commencent. Voilà, exactement. C'est le but du jeu, c'est de rendre l'autre inopérant, finalement. Parce que tout est brevet, tout est milliard. Donc si tu empêches l'autre de créer, tu l'empêches de breveter et donc de gagner des sous. Et surtout de cacher, de dissimuler aussi ses lieux de production ou de recherche. Parce que va faire si demain, on va dire, un service de renseignement étatique qui est connu, reconnu, qui apprend qu'il y a des malversations dans un pays X par des autorités sanitaires dont les laboratoires sont, on va dire, appartiennent à l'État. On va missionner une unité clandestine française, prenons la France, qui devrait par exemple aller détruire un laboratoire au fin fond d'une province chinoise. Et la première chose à faire, c'est d'identifier où se trouve ce laboratoire. De se mettre en planque, d'étudier, de scanner, d'écouter, de suivre petit à petit, et puis jusqu'au jour où il faudra peut-être passer à la destruction de cette unité de production clandestine, ou pas clandestine, mais qui amènerait malheureusement des conséquences dramatiques pour la santé. Tiens, ça parle ça un peu. Le laboratoire du Han, le pangolin. C'est vrai qu'en plus, mais la Chine, je crois. Visionnaire. Voilà. La Chine, il y a eu d'autres scandales, des vols de données physiques par des pseudo-ingénieurs chinois, enfin voilà. Oui, mais tous les États, tous les États ont leur... Je ne dévoile aucun secret en disant que tous les États sont intéressés par savoir ce qui se passe chez son voisin. Et parfois entre amis supposés. L'Allemagne, la France, je ne vais pas dire jusqu'à amis. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais les alliances, en tout cas, on a vu pendant la crise du Covid, que si on voler les masques de l'autre ou les payer plus cher, on le faisait. Enfin voilà, les médicaments, pareil, si on pouvait aller les chercher, et puis l'homme il a rien, mais lui il a rien. C'est chacun pour soi finalement. Oui, mais ça c'est la nature humaine. Mais c'est la nature étatique, encore plus. La nature humaine, et puis où est la frontière, pareil, entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Ce que moi j'essaie, si je fais une petite parenthèse, c'est que j'essaie de défendre l'intérêt collectif au travers de cette saga, et pas que l'intérêt intramuros de la France. Alors oui, en priorité la France, mais aussi il y a une valeur, et au travers d'autant plus de cette mission qui infiltre le héros dans l'industrie pharma, c'est aussi d'avoir une protection collective.
C'est très important, parce que c'est peut-être une donnée qui échappe. Qu'est-ce que tu entends par protection collective? Qu'il y a la France qui va être bien évidemment de se protéger contre ce cartel de firmes pharmaceutiques, mais aussi au nom de l'humanité, de la planète, d'autres pays qui ont peut-être pas les moyens d'avoir des services de renseignement ultra aussi efficaces. Ça, c'est une valeur, voilà, ça je fais une parenthèse, c'est une valeur personnelle que j'essaye d'insuffler au travers des valeurs de ce héros. Ce n'est pas que 100% pour lui, pour ses compatriotes. Ou que bassement matériel. Bassement matériel, il y a aussi cet intérêt, et peut-être qu'il échappe aujourd'hui en 2025 à beaucoup de personnes sur cette planète. Nous ne ferons pas d'allusion. Aucun nom ne sera cité. Non, mais sans ça. Mais le phénomène est quand même croissant, disons-le. Le phénomène est croissant, et il faudra à un moment arriver, que ça soit dans le milieu sanitaire, de la santé, peut-être d'avoir aussi une prise de conscience collective. Le débat est ouvert. Non, et donc là, pour en revenir à GSR, l'équipe qui l'entoure, qu'est-ce qu'il a pris comme spécificité? Alors, il y a le hacker, après avec qui il travaille, de quoi il a eu besoin ou de quoi il a besoin? Il se retrouve très vite confronté aussi à des groupes paramilitaires qui sont là pour protéger et les sites logistiques et la sécurité de ses grands dirigeants. Donc il faut muscler ton équipe. Il faut un peu de muscle, donc. Il faut un peu de muscle, et féminin et masculin, mais sur des personnes qui sont capables aussi de contrer ce contre-espionnage ou cette contre-sécurité qui est à nous. Puisque 23e parallèle Nord, ce n'est pas un titre innocent, puisque dans cette fiction qui est ce livre, il y aurait un laboratoire clandestin qui serait situé sur le 23e parallèle Nord. Une explication. Voilà, et qui serait planqué dans un désert de sable à plus de 30 mètres en sous-sol au niveau de la mer, puisque tu as une question de pression atmosphérique très importante. Oui, pour créer pour pas que les virus se propagent dans l'atmosphère. Donc plus tu es bas, plus effectivement l'environnement permet de travailler sur des virus et sur des virus souches sans se dissiper dans l'environnement atmosphérique. Dans les recherches que tu as faites, certaines t'ont surpris, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des vols de virus, des vols de souches. Oui. Des choses qui se pratiquent, en fait, on peut voler... On en revient à l'espionnage industriel. Bien sûr que... Ça va quand même être compliqué, quoi. Enfin, J'ai vu que la Chine était assez experte. Bon, je pense que tous les services de renseignement... Dans ce que tu as retrouvé. Oui. La Chine a une soif de conquête d'être la première puissance économique mondiale, financière. Donc tous les univers, pétrolifère, automobile, armement, la santé, qui est peut-être même la première source de revenus pour une entreprise mondiale. Donc oui, les Chinois sont peut-être même en avance sur certains et ont cette capacité d'infiltration dans tous les réseaux mondiaux. On a eu assez d'articles ces derniers mois ou ces 3 dernières années sur les services chinois présents en France. Sachant que nous, on a de l'ingénierie pharmaceutique qui est quand même très puissante. Même si les concurrents sont japonais ou américains ou allemands, la France a quand même un savoir-faire en industrie pharmaceutique qui est très fort. Donc les Chinois sont infiltrés partout. Est-ce que tu as eu des retours de ce livre? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, dans tes réseaux ou autres, tu as tapé juste, ou dans le secteur de la pharmacie, des gens qui t'ont dit comment tu sais, ou comment tu as pu, ou comment... Alors, pas trop. Alors, dans l'industrie pharma, enfin si, je dirais pas trop, mais certains me disent non, mais c'est du fantasme. Oui. Laurent, tu es fou. Oui, c'est peut-être une vision fantasmée ou exagérée de la situation réelle. Mais on va dire sur les lecteurs de cet opus, qui sont des citoyens comme toi, Katia, comme toi, Eric, comme moi, leur surprise n'était pas si grande que ça. Finalement. Ça m'a marqué. Parce que évidemment, j'ai envie de dire, chers amis auditeurs, plongés dans ce roman, mais on va dire que la majorité des retours de lecture, qui ont été bien évidemment faits après le premier confinement, parce que le livre est sorti quelques mois après,
c'était cette non-stupéfaction, ce non-étonnement. Alors qu'on est dans la fiction pure, hein. C'est un livre de fiction, c'est pas un rapport de mission. Mais c'est vrai que, pour répondre à cette question, les lectrices et les lecteurs, finalement, ne paraissaient pas surpris. Alors que moi, au moment où je l'écris, je mets en lumière quelque chose qui me paraissait pour moi évident, mais qui était peut-être aussi dans mon propre esprit, peut-être que du pur fantasme. Est-ce que finalement, il n'y a aucune coalition, il n'y a aucune démarche, on va dire, frauduleuse de la part de l'industrie pharma pour pouvoir mieux vendre leurs produits? Je sais pas. Est-ce que tu t'auto-censures quand tu écris ce genre de livre, en te disant, là, bon non, là, Laurent, tu vas trop loin. Là, Oui, Laurent, il faut vraiment que tu arrêtes, là, Laurent. Évidemment. Ouais. J'aurais la tendance, mais que ce soit cet opus-là ou comme les autres que j'ai écrit, à aller encore plus loin. Non, on ne peut pas non plus. Je veux bien être lanceur d'alerte, mais je veux, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, je veux que la lectrice ou le lecteur arrive, elle aussi, à d'abord comprendre comment fonctionne le monde du renseignement, à elle ou à lui de s'interroger, de dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une ultra-communication de la part de la DGSE. Même les services secrets communiquent. Oui, ouais. Et c'est bien, et tant mieux. Même s'il y a peut-être une volonté de aussi susciter des vocations, parce qu'il faut régulièrement abreuver de nouvelles recrues, de nouvelles compétences dans cet univers-là. Donc il faut le rendre aussi humain, il faut le rendre attirant. Mais moi, non, non, je ne vais pas dans l'extrême. Je ne veux pas aller dans l'extrême. Je veux que ça reste quelque chose de crédible et où chacun peut reconnaître, où chacune peut aller trouver une raison, parce que le monde du renseignement est technique, parce que le monde du renseignement est présenté aussi dans les films, les séries, comme quelque chose d'exceptionnel, de sombre. Mais non, pas tant que ça. Ce sont des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins, qui ont un intérêt, c'est protéger leur pays, double, triple vie, ou cette double, triple et quadruple vie. Mais non, moi je ne veux pas être juge et partie en même temps. Voilà. Moi, par mes connaissances, par cette maîtrise de l'environnement, je veux aussi montrer que c'est un univers qui a ses faiblesses, qui a ses forces, qui reste humain malgré tout. Et qui a finalement, je dirais que le monde de l'espionnage et le monde, dans ce livre-là du pharmaceutique, c'est des mondes qui te fascinent. Ah oui. C'est des mondes qui, en tout cas l'espionnage depuis très jeune, le monde de la pharmacie peut-être depuis moins jeune, c'est vraiment des mondes qui t'intriguent, qui te... Ben oui, qui m'intrigue parce que c'est comment arriver à comprendre le mode de fonctionnement de notre monde. Le monde ne fonctionne pas qu'autour de certains sujets. C'est une multitude de sujets tout est interdépendant. Qui est interdépendant, mais qui est à la fois très connexe. Donc l'industrie pharmaceutique, pourquoi elle serait mise à part d'un autre univers de l'industrie automobile ou d'autres industries ou de l'agroalimentaire? Non, c'est un pan de l'économie qui est très puissant mondialement, qui apporte effectivement des joies dans des familles quand les posologies arrivent à soigner des maladies et qu'on arrive à sauver un des nôtres. Et comment arriver à ce résultat-là en partant de peut-être de faibles cas parfois, ou de cas qui sont répandus dans le monde entier, et c'est des maladies qui attirent les laboratoires de manière éthique, de vouloir créer la formule qui va soigner certaines personnes. Oui, mais il y a des maladies qui sont lucratives. On le voit tous les ans, en période hivernale. Tu veux parler de la grippe, La grippe, par exemple. La grippe. Voilà, est-ce qu'il y a, moi je ne sais pas, je ne détiens pas la vérité, peut-être qu'il y en a qui la détiennent, mais est-ce que la grippe n'est pas finalement un virus provoqué pour des vaccins anti-grippe? On peut l'imaginer. Là, c'est la théorie du complot. Oui, mais qu'est-ce que le complot? Est-ce que le complot, c'est de dénoncer des vérités?
Ah. Pour moi, c'est là où la pensée critique de chacun. Voilà, chacun est libre de penser. Moi, j'ai ma pensée, je ne la retranscris pas dans mes livres. Mais ce fameux virus de la grippe, on peut se poser des questions. Pourquoi il arrive dans cette période hivernale? Pourquoi il décime autant de personnes sur la Terre? Oui, c'est un business. Ou alors est-ce que c'est vraiment la nature qui fait son travail? Et puis on peut arriver à contrer par des vaccins, on peut arriver à contrer effectivement la mortalité dans tous les pays industrialisés. Là, tu parlais donc de l'espionnage, la pharmaceutique, des officines privées, des États. Tu es quand même aussi quelque part passionné, ou en tout cas très intéressé par tout ce qui est géopolitique. Puisque c'est la base, c'est le fondement de tout ce relationnel en fait. Tu ne peux pas comprendre comment fonctionnent des réactions de certains gouvernements face à certaines situations. Pourquoi la diplomatie entre autant en jeu? Oui, la base c'est la géopolitique, c'est comprendre quels ont été les éléments qui ont construit un pays 100 ans ou 150 ans en arrière. Comment aujourd'hui peut-il vivre de manière industrielle? Comment les masses des populations peuvent consommer, se loger? Tu as des raisons à tout ça. Et bien évidemment, tout est en lien avec une partie industrielle ou de conquête de territoire sur des pays, on va dire, plus vers l'est de la planète, en se positionnant sur la France. La géopolitique explique tout. Donc tu ne peux traiter aucun sujet, et encore moins la pharmaceutique sur le pharmaceutique, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde. Quels sont les accords en sous-main, quels sont les accords officiels, officieux, pourquoi la diplomatie va entrer en jeu à certains moments, de manière très discrète, bien évidemment. Nous, on le sait, simples citoyens dans la presse, que lorsque les réunions sont passées ou les rencontres secrètes sont passées. Oui, tout se fait dans l'ombre, de toute façon. Tout est préparé et abouti dans l'ombre. Mais la géopolitique est l'élément qui te permet de tout comprendre. Que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe. L'Europe, et on le sait, puisque hier on était le 11 novembre, et que cette grande guerre de 14-18, il y avait des raisons géopolitiques à l'époque. Et très européenne pour le coup. Et très européenne. Et là, tu dirais que dans le monde de l'espionnage, donc il y a toujours des mesures de contre-espionnage. C'est un escalier sans fin, en fait. C'est un escalier sans fin. Tu dirais que qui est-ce qui, pour le moment, domine? Je veux dire, est-ce que les techniques d'espionnage, pour le moment, sont supérieures, ou le contre-espionnage a atteint un tel niveau que... Les deux sont liés. Ouais, qu'il devient très compliqué d'espionner. Les deux sont liés. Le contre-espionnage est forcément sur notre territoire. L'espionnage est forcément à l'extérieur de notre territoire. Mais les deux sont obligés de travailler main dans la main. Tu ne peux pas avoir une guerre de service, c'est impossible. Normalement. Après, ne jamais oublier que nous sommes que de simples humains. Exactement. Et que la guerre des égos peut dominer parfois des décisions. Oui, parce qu'en plus, comme on l'a dit, tu l'as démontré, l'espionnage, c'est du présentiel, c'est du virtuel, c'est de l'informatique, c'est du numérique, c'est de la logistique, c'est de la manipulation. Là, de manière très personnelle, quand tu as écrit ce livre, c'était plutôt quel genre de musique que tu écoutais? Parce que sachez, chers auditeurs, que Laurent écrit en musique. Il n'écrit pas sans musique. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. J'ai besoin d'avoir un fond musical et qui peut être adapté en fonction des sujets. Donc là, c'était quoi? 23e parallèle nord, c'était des musiques. Alors, je l'ai en souvenir parce que souvent dans mes playlists, quand je vais courir ou faire du sport, elles reviennent. Et je me souviens, c'était des musiques très orientales, très électro-orientales. D'accord, ok. C'est marrant. Alors, mais ça change des Rolling Stones. Ça change de Sympathy for the Devil. Mais, et alors, tu vois, c'est amusant que vous me posiez la question tous les deux, parce que une grosse partie de cet opus se passe au Moyen-Orient, à Oman, sur ce fameux 23e parallèle nord. Et pourquoi je suis allé écouter ces musiques? Mais là, je suis en train de réaliser que ce n'était pas un choix voulu par rapport au fait que le héros et ses équipes étaient en infiltration dans cette partie du globe. Hein. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir écouté beaucoup de musique électro. Tu fais ce que tu peux écouter, les compiles Boudabar, etc. Ouais, tout à fait. Très électro-oriental, très chill. Et c'était ce style de musique que j'écoutais sur l'écriture de cet opus. Et c'était avant d'écrire? Ou c'est le livre qui a déclenché ces écoutes?
non, mais à partir du moment où je me mets devant mon ordinateur et à partir du moment où je relis mes notes, non, il me faut de la musique. Non, mais cette musique, ce choix de Chili Music de Bouddha, c'était avant que tu écrives le livre, tu étais déjà dans ce cycle, ou c'est l'écriture du livre qui t'a entraîné dans ce cycle? Ouais, je pense que c'est l'écriture du livre. Ouais, c'est l'écriture. Il y a des moments, j'adore écouter du Miles Davis le matin quand je relis. L'après-midi, je peux passer sur du Jamiroquai, c'est l'énergie qui va dicter ce que j'ai envie d'écouter. Qui donne le rythme. Ouais. Mais rien ne se fait sans musique. Ah, rien. Pas d'écriture, si pas de musique. Je ne sais pas, alors, ce qui serait amusant, c'est parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a qui écrivent de commenter ça. Est-ce que je suis le seul? Alors, écoutez, sur la page Facebook, sur les pages Instagram, sur les pages LinkedIn, où le compte rendu de l'émission sera fait, allez-y. Pour ceux qui ont envie de dire, pour ceux qui ont envie d'en parler, pour ceux qui écrivent, comment vous écrivez? Voilà. Est-ce que vous êtes comme Laurent? Pas de musique, pas d'écriture? Non. Laurent, sans musique, pas d'écriture? Non. Non, l'accompagnement musical, alors je ne sais pas, est-ce que ça fluidifie la pensée qui est retranscrite sur l'écriture? Alors, d'un point de vue neuroscientifique, il a été démontré que la musique, effectivement, fluidifie la pensée et facilite les mises en relation neuronales. Voilà, on a la réponse nous Tu as concernant. ta réponse. J'ai ma réponse. Ceci dit, on a des écrivains qui ont besoin écoutent d'être sans dans le musique. silence Ouais, tout à fait. absolu. On a Dominique Fagé récemment qui nous disait de ne pas pouvoir écrire avec de la musique. Après, chacun, voilà, son caractère, sa personnalité. C'est incroyable. D'ailleurs, GSR, quelle musique il écoute? Bon, et merci d'avoir rendu hommage lors de la première émission, 45 minutes pour s'infiltrer, à ce morceau emblématique très apprécié par Gabriel Saint-Jean, Sympathie Force des Villes des Rolling Stones. Mais non. Mais à la fin, je vais vous mettre le nouveau jingle que Laurent a choisi, Aaron Baron. Que j'ai proposé. Voilà, il l'a proposé, mais effectivement, il est très, 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 très bien. Donc, je vous le mettrai à la fin. Vous écouterez ces 11 secondes. C'est des musiques énigmatiques. Et très rythmiques. Oui. Et qui, effectivement, correspondent parfaitement au sujet de notre émission. Ouais. Mais écoutez, je crois qu'on a fini. Ça fait 45 minutes, on ne doit pas être loin. Déjà. Merci Laurent. Mais merci à Katia, merci à toi Yannick. Merci Katia. Merci chers auditeurs. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission qui aura, cette fois-ci, ce sera le contre-espionnage dans le monde industriel. Donc voilà. Il y a de quoi dire. Il y a beaucoup de... L'émission pourrait durer 3 heures ou 4 heures. Donc effectivement, elle pourrait durer 3 heures ou 4 heures, mais elle ne va pas durer 3 heures ou 4 heures. Donc merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Et puis à très bientôt, donc dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci. Thank you.